Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 mai 2023 et comme vous le saviez, hier soir, il y avait la Fed. Donc, en général, quand il y a la Fed, il se passe pas grand-chose d'autre. On est vraiment focus. On pense à chaque fois que la Fed va arriver pour nous dire oui, cette fois, ce sera complètement différent. On a trouvé la formule magique, la formule qui fait qu'on n'a plus besoin de monter les taux, mais qu'en même temps, on arrive à dynamiser l'économie par le miracle du Saint-Esprit. À chaque fois, on se dit qu'il y a un avant et un après, et comme d'habitude, effectivement, il y a eu un avant et un après, mais pour être très franc, eh bien, on se demande si ça valait bien la peine de faire tout ce pataquès, d'attendre tout ça avec un suspense absolument inouï pour en arriver là. Alors, où est-ce que c'est là? Eh bien là, c'est une nouvelle hausse de 0,25%, la 10e depuis plus d'une année. On connaît l'histoire, c'est pas une surprise, on le savait tous, on savait de combien, on savait quand, donc voilà, c'est pas une grande surprise. Par contre, là où c'est intéressant, c'est les 4 choses que finalement la Fed nous a annoncées ces dernières heures, et c'est ça le plus important. C'est peut-être ça qui va faire bouger les marchés, mais franchement, j'en doute. La première chose qu'il faut retenir, c'est que la Fed a annoncé que dorénavant, ils étaient en attente. Que dorénavant, ils allaient observer l'économie, observer le marché pour voir quelles étaient les bonnes stratégies à prendre. Jusqu'à présent, je pensais que c'était leur boulot, mais visiblement, je ne sais pas ce qu'ils faisaient avant, mais là, depuis tout de suite, ils vont donc se concentrer sur observer l'économie et réfléchir pour savoir si lors du prochain meeting, il faut faire quelque chose. En tous les cas, ils ont laissé entendre qu'ils ne montraient plus les taux. Pour l'instant, ils n'ont pas non plus fixé de date sur le combien de temps allait durer la pause, mais ce que l'on sait surtout, c'est que à la fin de cette pause, on n'a absolument aucune certitude que le prochain mouvement sur les taux sera en haut ou en bas. Alors nous, psychologiquement, on était déjà parti dans une direction de dire le prochain move sera un move à la baisse, mais là on nous a dit non, pour l'instant on ne sait pas. Donc avant on pensait qu'on avait une vision à court terme, là c'est encore plus court terme, on ne sait pas du tout, on va carrément à tâtons, et donc la Fed se pose des questions, la Fed ne sait pas, mais la Fed va observer. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est effectivement qu'une baisse des taux n'est pas du tout, mais alors pas du tout, d'actualité. Les experts, les analystes, les économistes et tutti quanti, ils avaient prévu que normalement, vu le cycle économique, vu la situation dans laquelle nous sommes et vu notre capacité à voir toujours très très loin, eh bien, on avait a priori prévu que d'ici septembre, on pourrait commencer à envisager de voir les premiers prémices de baisse des taux. Monsieur Powell a dit non, ça ne se produira pas. Alors là aussi, c'est un tout petit peu bizarre, parce que d'un côté, on nous dit on verra, et puis en même temps, il se dit oui, mais on verra, mais on sait que dans 6 mois, on pourra rien faire. Donc du coup, il dit non, on ne baissera pas les taux dans 6 mois, ça c'est sûr, on ne baissera pas les taux en septembre. Selon lui, l'inflation va baisser, oui, grâce aux taux qui aujourd'hui sont entre 5 et 5,25, mais ça prendra du temps. Et cette prise de temps, cette durée, cette attente, finalement, va faire que l'on n'aura pas de baisse des taux normalement d'ici la fin 2023. Donc ça, il va falloir refaire nos calculs, revoir nos spreadsheets et nous reposer les bonnes questions pour ceux qui avaient déjà anticipé une baisse des taux en 2023 et tout le bénéfice que ça pourrait générer sur le secteur de la techno, entre autres. La troisième chose qui n'a rien à voir avec le cycle de hausse des taux ou quand est-ce qu'on commencera à baisser les taux, c'est que la Fed a déclaré dans son discours d'hier soir qu'elle commençait à constater certains resserrements sur le crédit. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile d'obtenir un crédit, déjà parce que c'est de plus en plus cher, mais en plus à côté de ça, c'est que les banques elles sont de plus en plus frileuses à attribuer des crédits. Donc si vous ne pouvez pas emprunter aux États-Unis, vous êtes quasiment à poil. Si vous ne pouvez pas emprunter, vous pouvez ne pas développer, vous ne pouvez pas consommer. Si vous ne pouvez pas consommer, potentiellement l'économie peut ralentir. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais la Fed s'en est rendu compte et elle surveille. Donc elle devrait pouvoir espérer et faire quelque chose si elle peut faire quelque chose, sachant que ça ne sera pas baisser les taux dans l'immédiat. Pourtant, ça pourrait être une bonne solution si on veut régler ce problème-là en particulier. Néanmoins, la Fed l'a mentionné, attention, resserrement du crédit aux États-Unis, et ça pourrait avoir des conséquences sur le cycle économique, tout simplement, puisque sans consommation, on risque quand même de parler de récession. Oups. Je l'ai dit. La quatrième chose qu'il faudra retenir de ce qu'a dit la Fed hier soir, c'est que elle pense clairement que le secteur bancaire américain est sécurisé, safe,
est tranquille et qu'il n'y a pas vraiment de crainte d'avoir une crise des banques qui pourrait éventuellement continuer. Ça tombe bien parce que finalement, lundi, on a eu la First Republic qui s'est fait bouffer par JP Morgan et depuis hier soir, on a des rumeurs comme quoi la Pacific West pourrait se faire bouffer également. En tout cas, ils cherchent à se vendre parce que les gars, ils sont dans la même situation que la First Republic. Tout le monde s'est barré, ils ont plus de dépôt, donc il faudra vendre son opérationnel et ce qui reste de la banque. La banque a perdu 50% hier durant la séance. Bon, elle valait déjà plus que 12 balles, donc ça change pas grand-chose, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'au moment où vous avez Powell qui dit non, tout va bien dans le secteur bancaire américain, bam, vous avez la moitié du secteur bancaire qui se fait déglinguer parce qu'il y a une nouvelle banque qui potentiellement pourrait de nouveau se faire absorber dans une nouvelle big bank systémique qui ne risque rien parce qu'elle est too big to fail. Donc en gros, on se retrouve de nouveau dans une situation où les grosses sont en train d'absorber les petites. Alors pour l'instant, c'est pas des milliers et des milliers, mais c'est vrai que si on regarde historiquement ce qui s'est déjà passé, venir nous dire aujourd'hui que c'est fini la crise et qu'il n'y aura plus rien, c'est vachement gonflé. Moi, je me rappelle d'un seul truc. Alors en 2008, quand ça a commencé à partir en sucette et que les bancaires ont commencé à partir en faillite tour à tour, on est arrivé à la fin, il y avait un site internet qui maintenait à jour le nombre de faillites bancaires. Sauf erreur, à peu près, si ma mémoire ne me fait pas trop défaut, à la fin 2009-2010, on était à 457 faillites bancaires durant toute cette période-là. Alors d'accord, c'était pas tous des Lehman Brothers, c'était pas tous des Pacific West ou des First Republic, mais quand même, là on fait pas des faillites, mais s'il y avait pas cette espèce de sauvetage mutuel, ce serait à chaque fois des faillites. Donc on a quand même une problématique, c'est qu'aujourd'hui il y a un digital bank run qui est en train de se produire, les gens sont en train de se tirer dès qu'il y a la moindre inquiétude sur la banque en question, et c'est une catastrophe, et vous pouvez pas forcément inverser la tendance. La seule chose qui nous rassure, c'est que pour l'instant, visiblement, on n'a pas la capacité de faire un digital bank run sur une boîte comme, allez, JP Morgan. Et puis de toute façon, c'est pas grave parce que JP Morgan, c'est une banque systémique. Et de toute façon, on peut pas la laisser partir en faillite parce qu'on en a trop besoin. Donc en gros, la crise des banques n'est pas terminée, malgré le fait que la Fed continue à nous marteler, oui, tout va bien, que les politiciens continuent à nous marteler, oui, tout va bien, que les directeurs de banque continuent à nous dire, oui, tout va bien. Ce qui est assez symptomatique quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les directeurs de banque en général, il y en a encore un qui a parlé hier en Europe, ils vous disent, non, mais là, je pense que c'est bon, c'est géré, tout va bien. Les mecs, ils ont rien vu venir, mais rien du tout. Et là, maintenant, ils veulent dire, ouais, j'ai regardé, les gars, tranquille, hein, tout va bien, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ils en savent foutrement rien, mais ils continuent à nous dire que ça rigole. Et il y a encore deux choses qu'on doit aborder aujourd'hui, c'est le pétrole qui se fait déglinguer depuis 2 jours. Alors, il y a 2 jours en arrière, le pétrole a perdu 5%. La raison, c'est la crainte du plafond de la dette. Oui, parce que c'est le nouveau truc à la mode. Je vous en ai parlé à chaque vidéo depuis quasiment 3 semaines. Je vous ai dit qu'un jour, ça allait commencer à nous tomber dessus. Pour l'instant, c'est pas encore tombé sur les marchés financiers, mais ça commence à tomber sur le pétrole, parce qu'on s'est dit, oui, si y a un défaut de paiement aux États-Unis, comment on va faire pour acheter du pétrole? Résultat, grosse crainte soudaine, hein. C'est pas que c'est nouveau, mais du jour au lendemain, il y a eu une bascule. Ah, mais attention, c'est mauvais. Boum, le pétrole a perdu 5%. Hier, au paroxysme de la hausse des taux, on s'est dit, oui, mais s'ils montent les taux, c'est pas bien pour l'économie. Boum, rebelote, et le pétrole a reperdu 4%. Bon, là, il se traite à $69. Mais franchement, on était allé tester les plus bas des plus bas récents, c'est assez spectaculaire. Alors, ne courez pas à la station-service pour voir si par hasard ils ont baissé le prix. Je peux déjà vous dire qu'ils n'ont rien baissé du tout, puis que c'est probablement aussi cher qu'il y a 2 semaines en arrière. Mais peu importe, en tout cas au niveau du baril, on commence à craindre de la récession et on est en train de le presser assez fort dans les chiffres du pétrole et dans la manière dont se traite le baril. Alors, est-ce qu'on anticipe juste ou pas? Grande question, mais toujours est-il que si par hasard on se rend compte dans les semaines qui viennent que récession, on va y échapper, alors on n'en est pas là du tout, il pourrait aussi y avoir un sacré renversement de tendance sur le baril ces prochains temps, mais pour l'instant, on les a comme ça aussi et on est en train de presser une grosse récession au niveau du baril de pétrole. Et puis autrement, la nouvelle du jour, ce sera bien sûr les chiffres d'Apple qui seront publiés ce soir after close. Donc à 22h, la boîte de Cupertino va nous annoncer ces chiffres. Les gens sont assez prudents par rapport au fait qu'il pourrait y avoir des ralentissements au niveau des ventes de téléphones mobiles. On l'a vu d'ailleurs hier soir dans le résultat de Qualcomm qui était plutôt timide, mais surtout plutôt angoissé par rapport au ralentissement des ventes de smartphones récemment. Donc si Qualcomm commence à voir ça, ça veut dire que Apple devrait le ressentir aussi.
Par contre, en revanche, derrière, on voit que s'il semblerait, en tous les cas, selon les experts, que Apple serait prêt à déclencher un méga share buyback pour rendre de l'argent à ses actionnaires. On parle de 90 milliards de dollars. Donc en gros, ça devrait relativement bien se passer, à moins qu'ils nous annoncent des chiffres en dessous des attentes. Et en plus, qu'ils viennent nous dire que les 3 prochains trimestres sont complètement pourris. Mais franchement, ça paraît un tout petit peu compliqué. Néanmoins, ce sera quelque chose d'assez important pour Apple à surveiller prudemment ce soir. Pour ce qui concerne le reste des marchés, bien pour l'instant, l'annonce de la Fed, les annonces de la Fed d'hier semblent avoir été plutôt bien digéré par les indices boursiers. Ce matin, les futurs sont légèrement en hausse, donc on aurait pu s'attendre à pire. Franchement, je m'attendais un tout petit peu à pire. Mais c'est vrai qu'encore une fois, et toujours depuis quelques semaines, malgré tout ce qui nous tombe dessus régulièrement comme mauvaise nouvelle, eh bien on est vraiment strong, vraiment fort, vraiment solide, un rock. Et pour l'instant, ça ne veut pas tomber. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a toujours un amoncellement de nuages noirs qui se regroupent au-dessus des marchés. Vous savez, un peu comme ces soirs d'été où il commence à faire super chaud, il y a beaucoup de nuages, ça devient très noir, ça se rapproche de plus en plus, ça veut pas tomber. Par contre, au moment où ça tombe, c'est un méga orage qui fait vibrer les fenêtres du salon. Voilà, c'est tout ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui dans le monde merveilleux de la finance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour une nouvelle vidéo et pour la conclusion de cette première semaine de mai qui pour l'instant ne s'est pas encore résumée en sell in May and go away. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.